Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de Guérir l'invisible. Un épisode qui parle de ce que l'on ressent et aussi parfois de ce que l'on cache. Je crois profondément que le début de la guérison, du mieux-être, ça commence par la compréhension de soi. Apprendre à se connaître, à identifier nos déclencheurs, ceux qui vont créer chez nous des réactions presque automatiques. Des petits déclics intérieurs qui nous font parfois réagir sans comprendre pourquoi. Il y a bien sûr ces émotions qu'on voudrait fuir, nier, oublier, parce qu'elles sont inconfortables au lieu de lâcher prise. Alors lâcher prise, ce n'est pas ne plus rien ressentir, c'est plutôt laisser les émotions nous traverser et prendre le temps de les apprivoiser. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait faire taire mes émotions, m'occuper l'esprit pour ne pas y faire face, et j'ai compris avec le temps que c'était une grave erreur, et malheureusement que l'on commet presque tous. Pas parce qu'on est crédule, c'est souvent parce qu'on se dit que ça peut pas être sain de souffrir, et que l'on sait que ces instants, ils seront éprouvants, ils seront effrayants. C'est ces moments de douleur, de solitude, où on a l'impression que personne ne peut nous comprendre, où le flot d'émotions devient trop lourd à porter, sauf que c'est souvent ces instants-là qui nous montrent où nous devons regarder. Alors, ce que j'ai appris à faire, au lieu de repousser l'inévitable, c'est à ressentir pleinement toutes mes émotions. Celles que je jugeais négatives, comme la colère, la peur, l'angoisse, l'anxiété, j'ai essayé de les écouter et de voir un petit peu ce qu'elles voulaient me dire. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord sortir du déni, et ce déni dans lequel on se laisse souvent emporter, presque inconsciemment pour ne pas affronter la réalité, parce que ça nous donne l'impression de nous fondre dans la masse et parce qu'on ne veut pas déranger. Beaucoup portent encore cette croyance que la souffrance, c'est quelque chose de strictement personnel, que personne ne peut l'entendre et que personne ne peut la comprendre. Et pour beaucoup, cette vulnérabilité, elle reste difficile à accepter, notamment parce que ce n'est pas encore parfaitement admis socialement, qu'on parle d'émotions. Alors on vit avec nos blessures, nos émotions, on les enferme à l'intérieur de nous et puis on jette la clé. Donc on les porte comme un fardeau et on les emporte avec nous dans notre quotidien. Et puis peu à peu, on finit par croire qu'elles font partie de nous, qu'on est une personne colérique, qu'on est une personne triste. En fait, on s'identifie à nos émotions au point d'en oublier qui l'on est réellement. Et à force de persuasion personnelle, finalement, ça devient un cercle vicieux. Parce que notre manière d'interagir avec les autres est étroitement liée à ces identifications. On façonne notre personnalité autour d'une image figée, d'une version de nous que la douleur ou que les traumatismes ont dessinée. Et avec le temps, on s'y habitue. On finit même par la confondre avec notre vraie nature. Et plus on avance sans revenir à soi, plus il devient difficile de démêler les nœuds que la vie a tissés finalement. Parce qu'on confond souvent ce qu'on ressent vraiment avec ce que nos blessures nous ont appris à ressentir. Nos comportements, nos réactions, nos choix, c'est souvent le reflet de notre monde intérieur. On va prendre deux exemples contraires. Par exemple, si l'on s'excuse tout le temps, si l'on laisse les autres franchir en permanence nos limites, ce n'est pas de la faiblesse. Ça peut être par exemple le signe d'un manque ancien, d'un abandon. On cherche inconsciemment à regagner l'estime de l'autre, à se faire aimer, en s'oubliant soi-même pour réparer un événement qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vit dans le présent. Et à l'inverse, il y a aussi certaines personnes qui vont manipuler, faire souffrir l'autre, repousser, sans le vouloir forcément, c'est inconscient. On peut les juger, leur faire porter l'étiquette de la mauvaise personne, mais la plupart du temps, derrière ces comportements, il y a une blessure. Ça peut être une humiliation, un rejet, un moment de la vie où le contrôle nous a échappé. Chaque comportement néfaste, extrême, qu'il soit tourné vers soi ou vers les autres, est une réponse à une peur. Une tentative maladroite de reprendre la main sur quelque chose qu'on n'a pas suggéré. Attention, en revanche, les explications, c'est pas des excuses pour faire ou dire tout ce que l'on veut. Celui qui préfère être malveillant envers les autres par peur de se confronter à lui-même porte une responsabilité. Mais tout peut s'expliquer. Rien n'est dû au hasard, ce qui permet de prendre un petit peu de recul lorsque vous êtes confronté à des personnes qui vous veulent du mal.
ou qui vous ferait douter de votre propre valeur. Pour comprendre nos émotions, nos mots, nos blessures, il faut donc sortir de l'énergie du déni et oser dire « oui, ce comportement ne me ressemble pas, ce n'est pas en accord avec mes valeurs ». C'est un pas immense de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a pu faire du mal ou se faire du mal, qu'on n'est pas parfait, mais qu'on n'est pas condamné à rester figé. Nous pouvons évoluer, grandir, nous transformer. Et c'est peut-être ça, la clé, comprendre que rien n'est immuable, qu'on peut toujours redevenir la personne que l'on souhaite être. Se comprendre soi-même, c'est un travail constant, presque banal dans les mots, mais tellement complexe dans l'expérience. Parce qu'on vit entouré d'influences, de regards, de normes, de comparaisons. Avec tout ce que les réseaux sociaux projettent aujourd'hui, c'est parfois difficile de savoir qui on est vraiment, et non pas qui l'on pense devoir être pour être vu et aimé. Ce qui peut rassurer, c'est que notre cerveau fonctionne selon les mêmes mécanismes. Nous partageons tous cette capacité à changer, à réapprendre, à réajuster. Et d'autres avant nous l'ont déjà fait. Ils sont sortis d'états d'esprit sombres, de périodes de rumination, de désespoir, de confusion. Dans notre esprit, pour simplifier, tout commence par l'amygdale. C'est un peu le détecteur de danger. C'est elle qui sonne l'alerte quand quelque chose ne va pas. Puis, l'hypothalamus, elle va prendre le relais. Là, ça va être les réactions du corps. Le cœur qui s'accélère, la respiration qui change. Ensuite, il y a l'hippocampe qui garde la mémoire émotionnelle et le cortex préfrontal analyse et régule tout l'ensemble. Sauf que parfois, ce système d'alerte, il reste bloqué ou il est biaisé. Il peut continuer de sonner même quand le danger n'existe plus, comme si le détecteur avait été faussé. Alors on agit à des situations anodines comme si elles étaient vitales, ou à l'inverse, on ne réagit plus à des comportements toxiques parce que notre cerveau les a enregistrés comme habituels. Pendant longtemps, c'était mon cas. J'ai assimilé l'abandon, le rejet, la violence comme quelque chose de normal, de banal. Je croyais qu'il fallait mériter l'amour en se battant, en encaissant, en pardonnant tout, comme si aimer c'était supporter, et que pour être digne d'amour, il fallait souffrir. Je me trompais, bien sûr, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore identifié mes schémas, ni reconnu mes blessures, ni intégré mes traumatismes. Je voulais les rejeter, les effacer, comme si tout ça n'avait jamais existé. Finalement, ce que je voulais, c'était être une autre personne. Je voulais me prouver que j'étais forte, que j'avais tourné la page, mais en réalité, j'étais juste en train de fuir. Je fuyais mes blessures, mes émotions, tout ce que je n'avais pas voulu regarder en face. En fait, j'essayais de reconstruire sur des ruines sans jamais nettoyer les décombres. Et forcément, tout finissait par s'effondrer, à un moment ou à un autre. Encore et encore et encore et encore. J'attirais les mêmes situations, les mêmes profils, les mêmes douleurs, et à chaque fois, je me demandais pourquoi le sort s'acharnait ainsi contre moi. Et j'ai mis du temps à comprendre que tant qu'on n'a pas guéri la racine, on continue d'arroser les mêmes graines. On recrée ce qu'on connaît, même si ça nous fait souffrir, parce que le cerveau, il préfère un inconfort familier à un confort inconnu. Et ce besoin de contrôle qu'on développe, ce besoin de tout anticiper, n'est rien d'autre qu'une peur déguisée. La peur de retomber, la peur de souffrir, la peur d'être impuissant à nouveau. Mais vouloir tout contrôler, c'est aussi s'enfermer. C'est se priver de la spontanéité, de la confiance, de la vie. Parce que la paix intérieure, elle ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand on accepte que tout ne sera jamais parfait. Et ça, j'avoue, c'est dur à encaisser. Apprendre à lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est choisir ses batailles. C'est savoir quand se battre et quand accueillir. C'est comprendre que certaines douleurs ne disparaissent pas complètement, mais qu'on peut apprendre à vivre avec elles, sans qu'elles dirigent nos vies. Et c'est souvent dans les moments de silence, de recul, qu'on va développer la vraie force, celle qu'on ne voit pas, celle qui ne cherche pas à prouver, mais simplement à exister. Nos expériences, nos échecs, nos chutes, tout ça n'a jamais été là pour nous détruire, mais pour nous révéler, pour nous apprendre à mieux nous connaître, à mettre de la douceur là où il n'y avait que de la peur. On ne guérit pas en effaçant le passé, on guérit quand on le regarde enfin sans trembler, quand on peut dire « oui, j'ai souffert, mais je ne suis pas cette douleur ». Et c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à avancer, parce que comprendre nos blessures, c'est le premier pas vers la liberté. Et comprendre nos émotions, c'est la clé pour conserver la paix et la sagesse dont on a besoin. On croit souvent que la guérison, c'est une destination, un point d'arrivée, un endroit où enfin tout ira bien. Mais la réalité, c'est que c'est un chemin parfois long, chaotique, imprévisible.
Et il n'y a pas réellement de ligne d'arrivée. Il n'y a que des étapes, des prises de conscience, des respirations. Guérir, ce n'est pas ne plus jamais souffrir. C'est apprendre à vivre avec ce qui a été, sans que cela dirige tout ce qu'on est. C'est comprendre qu'on peut ressentir de la colère, de la tristesse ou de la peur, sans que cela remette en question notre valeur. Pour s'exercer, il faut d'abord apprendre à écouter, à ralentir, à observer, à remettre un peu de conscience dans nos réflexes, qui sont presque primitifs finalement. C'est ainsi qu'on commence à se réaligner tout doucement, tranquillement. Et surtout, avec bienveillance. Pour ça, il existe des exercices simples, bien sûr à chacun sa méthode. Ce qui est important quand on veut reprendre un petit peu le pouvoir sur soi-même, c'est de ne pas se focaliser sur une seule voie. Peut-être que la première méthode que vous allez essayer, elle sera la bonne, ou peut-être pas. L'essentiel, c'est de rester curieux, d'explorer, de chercher autour de soi, avec toutes les informations dont on dispose aujourd'hui, quelle est la méthode la plus saine et la plus juste pour moi. Cela peut être la méditation, l'art, l'écriture, la peinture, les échanges. À vous de voir ce qui vous parle le plus, essayez, testez ce qui vous fait du bien. Peut-être que ce sera un mélange de tout, au contraire une méthode bien cadrée, tout dépend un petit peu de votre personnalité. Mais la plupart du temps, on sent ce qui est fait pour nous, au moment où on en a besoin. Il faut simplement apprendre à suivre son impulsion et pas son ego. La différence entre les deux, elle est essentielle. Il s'agit d'aller là où notre corps et notre moi profond nous guident. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire au début, c'était d'écrire. J'étais pas très organisée, alors j'écrivais quand je ressentais le besoin, quand les émotions étaient trop fortes, trop lourdes. C'était une forme d'écriture intuitive. Je laissais sortir un petit peu ce que j'avais envie, sans filtre. Ce qui est très difficile au début, c'est justement de ne pas se juger, de ne pas vouloir faire quelque chose de parfait, de propre ou de joliment tourné. Il faut se laisser guider, lâcher prise. Au départ, on veut presque écrire comme dans un livre, avoir une belle plume. Mais ce qui compte finalement, ça va être le contenu beaucoup plus que la forme. Et c'est de laisser sortir ce que notre cerveau a besoin de libérer. Écrire sur le papier tout ce que l'on ressent, sans jugement, sans contrôle. C'est un exercice difficile, mais avec le temps, on finit par l'apprécier. Et quand on réussit à poser sur papier ce qu'on ressent, presque instinctivement, avec les mots qui viennent d'eux-mêmes, on peut ensuite analyser ce qu'on a écrit. Par exemple, on peut se demander quelle est l'émotion prédominante dans ce que je viens d'écrire, pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça à ce moment-là, quel a été le déclencheur, qu'est-ce que cette situation est venue réveiller en moi. L'idée, ce n'est pas de juger, mais d'explorer ce qu'on est, ce qu'on ressent et pourquoi. Ce sont des questionnements permanents, mais nécessaires. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de la rumination, c'est vraiment de l'exploration. Et la clé, ce n'est pas nécessairement de trouver toutes les réponses à ces questions, mais simplement de s'en poser. Même si on ne trouve pas de réponse tout de suite, le simple fait de poser ces questions permet déjà à notre cerveau, lorsqu'il vivra une situation similaire, de réagir différemment. Peu à peu, il va apprendre à intellectualiser l'émotion. Au lieu de réagir impulsivement, il commence à la décoder, à la comprendre. Et c'est ce qui va peu à peu la canaliser, lui permettre d'être plus douce. Pour faire une petite synthèse globale des émotions qu'on peut ressentir et pour pouvoir les identifier, je vais détailler brièvement les émotions principales. Alors on a la peur, qui est donc le danger ou l'inconnu. Cette émotion, elle va commencer à vous envahir parce que votre cerveau veut vous protéger et survivre à un événement qui lui semble dangereux, même si c'est pas forcément le cas comme on a pu le voir. Ici, vous avez vraiment besoin d'être sécurisé. Vous avez besoin de douceur et de confiance. La colère, ce sera davantage de la frustration, de l'injustice. C'est une blessure ou un sentiment d'impuissance profond. Ici, vous aurez besoin de réparation, de défendre vos valeurs, de restaurer presque votre intégrité et d'être respecté. Les limites, elles ont été franchies. La tristesse, elle va se manifester quand vous comprenez que vous avez perdu quelque chose. C'est une rupture, une séparation, une fin. Dans ce cas, vous aurez besoin d'acceptation, de réconfort et très souvent d'une présence familière. En fait, d'une aide concrète. Le dégoût, ce sera la nocivité. C'est le non-respect de vos valeurs profondes liées à votre intimité. Et à ce moment-là, vous aurez réellement besoin d'être sécurisé. La honte, elle va apparaître quand vous avez ce sentiment d'infériorité, de rejet, de négligence, d'indignité. C'est vraiment votre être qui est et qui a été bafoué dans tout ce qu'il est.
La culpabilité, elle sera plus dirigée vers la transgression des interdits et des règles que vous avez intégrées. C'est une faute et c'est aussi des désirs interdits socialement en rapport à votre environnement. Quand on commence à écouter ces messages, plutôt qu'à les juger ou les étouffer, on s'ouvre peu à peu à quelque chose de plus grand, la reconnexion à soi. Et c'est là que, on va dire, la magie commence, parce qu'à force de se comprendre, on commence à s'aimer autrement. Non pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est, sans masque, sans rôle, sans faux semblant. On arrête d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver, on se rend compte que la personne qu'on attendait depuis toujours, c'était nous. C'est bateau, mais c'est vrai. C'est un travail lent, parfois douloureux, mais profondément libérateur. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule miracle, seulement une vérité, celle de se choisir encore et encore. Alors bien entendu, ce travail sur soi, il faut le faire individuellement, mais je pense qu'il devient toujours important, à un certain stade, d'échanger avec les autres. Vous pouvez le faire avec des gens autour de vous, qui sont bienveillants, qui auront les bons mots pour vous aider. Si ce n'est pas le cas, parfois ça ne suffit pas. Alors, il est quand même recommandé de se faire accompagner par un thérapeute, un psychologue, un psychanalyste ou un psychiatre. Tout dépend de vous et de ce dont vous avez besoin. Il faut trouver la bonne personne qui va vous accompagner, qui va être une béquille, avec qui vous allez pouvoir créer un lien de confiance essentiel pour avancer et mieux se comprendre. Travailler seul, c'est bien, mais la plupart du temps, notre ego, il peut laisser des traces et causer des dégâts. Et notre passé prend le dessus, on a du mal à faire la part des choses entre ce que nous voulons vraiment et ce que nos traumatismes ou notre environnement voudraient de nous. Donc, n'oubliez pas que rien n'est figé. Rien n'est définitif. Si certaines parties de vous semblent totalement déconnectées de vos valeurs et de ce que vous voulez pour l'avenir, et que cela vous bloque dans la réalisation de vos envies et de la personne que vous voulez être, alors vous avez toujours la possibilité d'agir. Il n'est jamais trop tard. Quel que soit votre âge ou le moment où vous en êtes, vous pouvez toujours grandir et faire évoluer vos idées. Nous sommes faits pour ça et il n'est jamais trop tard. Quand certaines personnes vous disent « moi je suis comme ça, on ne me changera pas », c'est souvent une manière de se protéger. Commencer à se connaître pour elles, c'est comme gravir une montagne et ça fait peur. Il y a une peur panique de se confronter à soi-même, de poser des actions, parce que ça exige un travail qui paraît pour eux colossal. Pour aller un peu plus loin, je conseille, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, la lecture du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ce livre, il permet de mettre des mots sur la provenance de nos sentiments, de se confronter à nos masques. C'est un ouvrage clair, apaisant, qui aide à se comprendre sans se juger. Pour conclure, je dirais que vouloir identifier nos mots, c'est déjà commencer à les soigner. C'est un premier pas et sans doute le plus important, n'est pas du tout un signe de faiblesse que d'essayer de se comprendre, bien au contraire, c'est un acte de courage. Nos réactions, elles ne sont pas nous, elles sont le témoignage de ce que nous avons traversé. La première chose à faire, c'est donc de prendre le temps de nous écouter, écouter notre corps, notre cœur et notre esprit qui nous parlent tous les jours. Il s'agit d'arrêter de se battre contre notre souffrance, mais plutôt d'apprendre à l'écouter. Car c'est en la comprenant que l'on finit doucement par s'en libérer. Alors si tu traverses une période floue, si tu as l'impression de ne plus savoir où tu en es, rappelle-toi ceci. Tu es déjà sur le bon chemin. Pas parce que tu te poses les bonnes questions, parce que tu cherches à comprendre, à guérir, à te retrouver. Et ça, en soi, c'est déjà énorme. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Guérir l'invisible. J'espère qu'il t'aura aidé à mettre un peu de lumière sur ce que tu ressens et rappeler que tout commence par la douceur qu'on s'accorde à soi-même. On se retrouve très vite dans le prochain épisode qui explorera plus particulièrement les sentiments de culpabilité et de honte. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.